Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello Marie, je suis ravie de te retrouver ici pour Bonjour Emma, le podcast. merci pour l'accueil. Eh bien, écoute, avec plaisir. Avant de démarrer, je voulais mettre en avant quelques petits chiffres pour introduire notre sujet du jour. Il faut savoir que depuis 2020, il y a 80 000 personnes qui sont formées dans le cadre d'une transition professionnelle. Il y a un quart des jeunes actifs qui a envisagé de changer d'orientation et qui ont engagé des démarches dans ce sens-là entre 2020 et 2023. Donc même déjà à la sortie d'école, ça commençait déjà à réfléchir à des reconversions. Et chaque année, il y a plus d'1,4 million d'actifs qui changent de métier en France. Donc il y a quand même pas mal de sujets autour de la reconversion, d'où évidemment ce podcast Histoire de reconversion professionnelle. Et surtout, c'est vraiment un sujet central dans la carrière puisque on est dans une ère où on n'a plus 40 ans dans le même métier, dans la même entreprise, où c'est beaucoup changeant, ça évolue très vite. Mais du coup, comment on fait pour bien se préparer? Comment on fait pour mettre toutes les chances de son côté pour favoriser son employabilité? Et donc, c'est pour ça que tu es là, Marie, pour nous aider à répondre à cette question. Je suis ravie que tu sois là. Je te remercie grandement de te prêter au jeu du podcast avec moi. Puis je vais te laisser du coup te présenter. Avec plaisir, merci à toi. Donc moi je suis Marie, je suis consultante en ressources humaines et en recrutement à mon compte. Donc j'ai décidé de créer mon entreprise il y a 2 ans maintenant, après plusieurs années dans le recrutement. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec énormément de candidats et de profils très différents. Et ce qui a fait voilà que j'ai voulu me mettre à mon compte, c'est pouvoir accompagner différentes entreprises aussi. Donc aujourd'hui, concrètement, j'accompagne des dirigeants de TPE et de PME dans la gestion de leurs ressources humaines, donc de manière très large. Je vais intervenir au quotidien pour les aider au niveau des embauches, des départs, des payes, etc. Et je vais aussi les accompagner sur la partie recrutement, voilà, sur des recrutements ponctuels ou des recrutements à plus ou moins long terme. Donc voilà, je suis toujours en contact avec des candidats et voilà, aujourd'hui, je suis amenée à travailler avec des profils très différents et surtout avec des entreprises de secteurs d'activité très, très différents. Bon, ça, c'est tout chouette parce que du coup, tu vas avoir une vision assez large du marché du travail. Et justement, l'idée, c'est de bien se préparer pour pas subir ce marché du travail et pas être dans une situation où on est sur un marché qui est saturé, où on n'arrive pas à trouver sa place, etc. De bien préparer ce qu'on appelle du coup son employabilité. Et ça commence déjà par avant d'arriver dans la phase de candidature, de recrutement, où toi, du coup, tu vas intervenir à ce moment-là. Ça passe vraiment par déjà valider son projet avant de se lancer dans une reconversion, avant de changer de métier, déjà de se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment changer? Est-ce que je veux changer de poste? Parce que des fois, on peut rester dans le même secteur, dans le même domaine, dans le même métier, mais évoluer en interne ou ailleurs. Mais du coup, voilà, des fois, c'est des évolutions peut-être plus transversales que vraiment changer de métier. Ou alors, j'ai vraiment envie de changer tout. Je veux plus du tout être dans mon secteur, je veux changer de métier, je veux changer d'entreprise. Et donc déjà, avant de se lancer dans OK, je vais candidater ailleurs, parce que c'est souvent ce que font la majorité des gens, et moi la première, ce que j'ai fait aussi quand j'ai eu envie de changer, c'est tout de suite, je vais aller candidater ailleurs, je vais postuler à tout ce qui passe, sans vraiment de stratégie, sans objectif. Évidemment, ça se ressent aussi en entretien et comment derrière on se présente, etc. Donc avant d'en arriver à cette phase-là, il faut déjà bien préparer, bien valider là où on a envie d'aller et l'objectif qu'on a. Et pour ça, moi, j'ai repéré 3 outils. Tu me diras si tu penses à d'autres choses aussi qui peuvent aider. Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais le bilan de compétences, qui est une bonne façon de valider son projet parce qu'on vient vraiment creuser en profondeur qui on est, qu'est-ce qu'on veut comme condition de travail.
On met en avant aussi tout ce qui est compétences transférables, hyper important pour un projet de reconversion, pour se dire, bon, bah voilà, ce que je sais faire, ça peut aussi être utilisé ailleurs, et donc d'identifier ces éléments-là. On met en avant les motivations et on construit un projet qui est vraiment réfléchi et éclairé. On peut aussi le valider, et moi je le fais aussi au cours des bilans évidemment, par des échanges avec des professionnels, ce qu'on appelle les enquêtes métiers, d'aller interviewer des gens qui font le métier que nous on envisage de faire, pour voir un peu comparer ce qu'on a comme idée du métier, comment ça se passe pour de vrai, avoir des conseils de professionnels, savoir un petit peu quels sont les débouchés, comment est le marché en ce moment. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision actuelle de comment se passe le métier qu'on envisage. Et la troisième chose, c'est de réaliser des immersions terrain. Donc des petits stages courts ou parfois même juste des demi-journées, ça peut déjà suffire. On peut le faire notamment avec un site de l'État qui s'appelle Immersion Facilité, qui permet vraiment de mettre en relation les entreprises accueillantes avec les candidats qui aimeraient tester. Au moins, on va vraiment se mettre dans la peau du métier et on peut vraiment tester pour de vrai. Voilà moi ce à quoi j'ai pensé qui peuvent aider à valider son choix. Est-ce que toi, tu as d'autres idées aussi ou d'autres choses que tu conseilles? Ah non, c'est déjà effectivement 3 gros piliers à utiliser. Ne pas hésiter à se rapprocher de France Travail, parce que France Travail aujourd'hui propose énormément de dispositifs pour tester des métiers, que ce soit sur une courte ou une petite période. Donc ça vraiment c'est essentiel pour être sûr un minimum déjà d'avoir compris le métier, donc d'aller voir sur le terrain à quoi ça correspond, et effectivement d'échanger avec des professionnels. Pour le coup, moi j'avais fait un bilan de compétences à un moment donné, parce que voilà, j'avais besoin de clarifier un peu mon projet. Bon, ça a confirmé que j'étais dans le bon secteur pour le coup, mais une fois que j'avais validé cet élément-là et que je m'étais un petit peu recentrée sur un autre métier, je suis allée échanger avec des professionnels. J'ai envoyé des messages sur LinkedIn, tout simplement, sur des personnes qui étaient dans des entreprises différentes, qui faisaient le même métier mais d'une manière un petit peu différente, et ça m'a vachement aidé. Et puis finalement, les personnes en face sont hyper réceptives, parce que quand elles aiment leur métier, elles aiment en parler. Donc pour le coup, il faut vraiment pas hésiter à envoyer des messages sur LinkedIn, etc., à les contacter directement pour échanger en visio. Les gens sont hyper ouverts à échanger sur leur métier. Ouais, c'est clair. Et ce que tu dis est hyper intéressant, c'est de aussi multiplier les pros dans le même métier. Une Mm, personne qui va être dans une industrie va pas le vivre de la même manière ou avoir c'est les ça. mêmes tâches au quotidien qu'une autre industrie. Donc, c'est important aussi de varier un petit peu les secteurs, et surtout, Mm, personne va être forcément biaisée par comment elle voit son métier. Donc d'avoir plusieurs sons de cloche, ça permet aussi à nous de faire une analyse et mm, de pas se fier à juste une seule interprétation et de pas être biaisé dans le choix. Parce qu'une personne exactement. qui va détester son métier, bon, c'est rarement le cas quand les personnes en Mhm. effet répondent à des enquêtes métiers, mais une personne qui va détester un aspect de son métier, bah peut-être que nous on va pas le détester. Et donc si on a plusieurs sons de cloche, on va dire ah oui, donc elle trouvait ça compliqué pour telle raison, mais l'autre personne elle a trouvé des solutions qui permettent que ce soit moins compliqué. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense au milieu de tout ça? C'est intéressant d'avoir vraiment plusieurs personnes. Tout à fait. Mm. J'ai une question qui m'est venue. Toi, en tant que recruteuse aujourd'hui, quand tu fais face à des profils qui sont du coup dans une transition, une reconversion professionnelle, à quel point c'est important pour toi qu'elles aient validé le projet, qu'elles aient fait potentiellement un bilan de compétences ou qu'elles se soient fait accompagner? Est-ce que tu regardes ça? Est-ce que tu y mets une importance particulière dans ton recrutement? Bah, en fait, déjà, ça montre que la personne est motivée. Le fait qu'elle s'est renseignée, qu'elle est allée chercher l'information, ouais, qu'elle a fait des démarches en fait de son côté, ça montre que c'est pas juste oh tiens, j'aimerais bien faire ça. Il fallait absolument montrer qu'on s'était renseigné avant sur le métier, qu'on avait fait des démarches, qu'on avait contacté les bonnes personnes, qu'on s'était surtout posé les bonnes questions. Ça montre en fait un minimum de motivation. Voilà, de pas dire juste oui, j'aimerais bien faire tel et tel métier, ça m'a toujours plu, ou j'ai vu telle personne pour qui ça marche bien, qui gagne beaucoup d'argent ou quoi. Voilà, c'est pas du tout un bon argument. Et concrètement, pour nous en tant que recruteurs, ça sera pas rassurant, parce que la personne, elle a pas fait ce choix par envie, mais juste soit par défaut, ou soit voilà, parce qu'elle a entendu dire. Donc ça reste en fait juste une question de motivation, comme un autre candidat qui postule à un poste, hein, finalement. C'est toujours une question de motivation et de montrer son intérêt pour le poste, et de montrer les démarches qu'on a mis en place pour ça. Il y a autre chose que tu as dit d'intéressant sur ta propre expérience en bilan de compétences, où toi, ça t'a pas fait changer de secteur, mais du coup plutôt de statut.
a priori, vu que tu t'es mise à ton compte. Le bilan de compétences, il peut mener à se dire, je suis à ma bonne place aussi, à rassurer le fait qu'on soit bien là où Ouais, on est, ou à faire des changements qui sont pas forcément des énormes virages. Ici, on parle de reconversion, donc on parle vraiment du cas un peu le plus extrême où on change de métier, on mm, change de secteur éventuellement, mais on peut aussi simplement faire évoluer ses conditions de oui, travail, changer d'entreprise, changer de poste ou de responsabilité au sein de son entreprise, faire évoluer ses conditions de travail dans son entreprise. Donc, il y a plein de débouchés qui peuvent être vraiment différents, mais l'idée, c'est, comme tu l'as dit, de valider son projet à soi personnel en fonction de ses besoins. Et derrière, l'argumentaire aussi, il est beaucoup plus facile pour le candidat, c'est ça. quoi qu'il aille demander, que ce soit en interne dans son entreprise ou ailleurs. Il aura des vrais critères, des vrais arguments sur lesquels il pourra se positionner et mettre en avant pour son projet. Donc ça, C'est c'est ça. la première étape selon moi. Qu'est-ce qui se Mm. passe après, une fois qu'on a validé son projet, qu'on sait où on a envie d'aller? C'est quoi la prochaine étape selon toi? Alors la prochaine étape, elle doit venir très rapidement aussi. Il faut valider si le marché du travail est opportun pour le métier qu'on a choisi ou les métiers, hein, parce que voilà, ça peut être plusieurs types de métiers. Donc il faut vraiment aussi aller se renseigner sur est-ce que j'ai l'opportunité de travailler dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a du travail concrètement dans ce secteur d'activité. En fait, il faut vraiment se renseigner sur les conditions d'embauche du secteur qu'on a choisi, du ou des secteurs d'activité qu'on a choisi. Parce que concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui sont bouchés. Et si tout le monde se forme au même métier et arrive au même moment sur le marché du travail, il y aura forcément pas de travail pour tout le monde. C'est concrètement le cas, enfin, en tout cas, ça l'a été pour le secteur de la communication. Énormément de personnes se sont formées Mmh. et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, en tout cas à une époque, il y a eu beaucoup de personnes sur le marché du travail qui ne trouvaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de postes pour le nombre de candidats qui s'étaient formés, qui s'étaient reconvertis à ce métier-là. Et des candidats, on en avait à l'appel de 200, 300 candidatures à un poste de chargé de communication. Et voilà, c'est des choses qui peuvent être anticipées si on se renseigne bien sur le secteur en amont, si on fait les démarches nécessaires, si on se renseigne auprès des entreprises, si on va regarder aussi tous les outils pour analyser le marché, hein. Il y a plein d'informations qu'on peut trouver sur France Travail, juste sur les offres, enfin sur les sites des offres d'emploi aussi, hein, sur Ouais. Indeed notamment. Il suffit d'aller voir s'il y a énormément d'offres ou s'il n'y en a pas du tout. Euh, sur LinkedIn, en échangeant pareil avec des professionnels du secteur, notamment dans le recrutement aussi. Voilà, donc il faut vraiment, vraiment aller vérifier que si on fait toutes ces démarches de reconversion professionnelle, à la fin, on sera quand même en capacité de trouver un job parce que bon, Oui. c'est quand même le but de la reconversion. Donc il faut vraiment, vraiment appréhender ce marché du travail avant de se lancer. La base, c'est on part de soi, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime, mais derrière, si en effet il y a pas de travail, ben on peut faire tout ce qu'on a envie et tout ce qu'on aime faire. Si derrière ça paye pas, bon ben c'est des démarches comme tu dis engagées un peu dans le vide. Donc il faut évidemment Tout à fait. confronter ça à la réalité de terrain, d'où le fait de aussi échanger avec des professionnels qui permettent de comprendre un peu le marché du travail. Comme tu l'as dit, il y a plein d'outils qui permettent aussi de faire un peu cette étude de marché du Ouais. travail. Et il y a notamment, moi j'utilise beaucoup en accompagnement le site mescompétences.info, qui est un site Mhm. super bien fait par une personne qui accompagne bénévolement justement les transitions professionnelles et qui s'est dit, bah en fait, il y a plein d'infos sur Internet, mais il n'y a pas un endroit où toute l'info est regroupée pour pouvoir vraiment travailler son projet de manière vraiment ergonomique, efficace, étape par étape. Du coup, elle a créé ce site-là qui est totalement gratuit pour les personnes, les candidats et les personnes accompagnées. Nous, en tant qu'accompagnants, on peut aussi avoir un lien avec justement le profil de chaque personne qu'on accompagne. Donc, c'est hyper intéressant pour comme outil en accompagnement, mais on peut aussi l'utiliser en tant que candidat de manière perso dans sa vie et dans sa carrière. Et il permet à la fois de mettre en avant ses compétences, de chercher des métiers, d'investiguer des métiers, aussi de trouver des offres d'emploi et de préparer ses candidatures. C'est vraiment en 4 étapes où chaque étape va vraiment t'aider de l'étape précédente pour pouvoir être hyper complète. Et moi, je l'utilise sur la partie exploration métier parce que c'est en lien avec les fiches ROM, c'est en lien aussi avec toutes les données France Travail.
Donc tout ce qui va être marché du travail, les offres d'emploi qui sont en tension, les métiers qui recrutent, etc., les métiers d'avenir. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est très complet. Ça permet d'avoir vraiment une vision générale du marché dans le secteur qu'on vise. C'est aussi en lien avec les formations. Donc ça nous permet de voir aussi quelles formations on peut faire pour accéder au métier. Enfin, vraiment, c'est très, très complet. Donc ça, moi, je le conseille aux personnes qui veulent vraiment se lancer dans une démarche de reconversion. Ça permet d'explorer à la fois les métiers, les formations, mais aussi le marché du travail et les secteurs d'activité. Donc ça peut être un bon outil. Tu le Tout à connaissais? fait. Alors de nom, mais pas forcément autant dans le détail que toi. Mais je sais qu'il y avait, voilà, il y avait pas mal de choses un petit peu éparpillées et que c'est un site qui effectivement répertorie un peu toutes les infos. Donc ne pas hésiter à l'utiliser effectivement. Et du coup, une fois qu'on a vu qu'on est sur un bon marché, qu'il y a de l'emploi, que ça nous plaît toujours autant, qu'est-ce qu'on fait ensuite pour favoriser du coup notre employabilité sur le marché? Alors, après, bon, on va dire que la suite logique, si on est vraiment sur une reconversion de métier totalement différent, bah, c'est de passer par la formation. Il y a différentes façons hein, d'accéder à la formation. Si vous êtes un ancien salarié, vous avez travaillé pendant plusieurs années, il ne faut pas hésiter à utiliser son CPF, en tout cas aller voir comment utiliser ce CPF. Et puis surtout de se renseigner pareil sur les formations. Il faut regarder quelles sont les formations qui sont reconnues dans le secteur. Il ne faut pas choisir n'importe quelle formation juste parce qu'on en a entendu parler ou parce que telle et telle personne a fait cette formation et qu'aujourd'hui elle a un emploi. Non, il faut vraiment regarder quelle formation est reconnue pour tel et tel métier. C'est vraiment important parce qu'une formation, bah, ça peut durer plusieurs mois, même plusieurs années. Hein. Des fois, on se relance pour plusieurs années de formation. Donc, c'est important de bien choisir sa formation, l'école, voir les débouchés qui sont possibles, se renseigner auprès des entreprises si elles connaissent telle et telle école. Voilà, pour déjà être sûr que c'est une formation reconnue et que si je vais au bout de la formation, que je la valide, bon, j'ai quand même un minimum de réussite, enfin en tout cas de chance de trouver un emploi derrière. Ce qui est très important aussi vraiment aujourd'hui pour réussir son employabilité, c'est de passer par l'alternance, vraiment. Enfin, en tout cas sur les métiers qui le permettent. Je pense qu'il y en a une grande partie. Donc vraiment privilégier l'alternance. Alors, je sais que beaucoup entendront oui, mais l'alternance pour certaines entreprises, c'est pas considéré comme de l'expérience. Si, quand même, beaucoup plus qu'un stage ou voilà qu'une immersion. Donc vraiment privilégier les formations en alternance. Pour le coup, on le voit beaucoup sur le métier de la paye. Il y a énormément de candidats qui se reconvertissent dans le secteur de la paye parce qu'il y a du travail hein, concrètement. Mais voilà, sans expérience, c'est très compliqué d'intégrer un cabinet ou une entreprise parce que voilà, ils ont besoin d'avoir des candidats qui sont employables très rapidement. Donc l'alternance, voilà, elle permet vraiment d'être beaucoup plus réactif sur l'employabilité et puis de montrer voilà qu'on a travaillé pendant 1 ou 2 ans dans une entreprise, qu'on sait à peu près comment ça fonctionne. C'est vraiment voilà, c'est vraiment important de regarder les entreprises sur lesquelles voilà il y a le plus de débouchés. Les stages, c'est très important d'en faire aussi hein, pour découvrir justement différents secteurs d'activité. Ça n'empêche pas, par exemple pour le secteur de la paye, d'aller faire un stage en entreprise, d'aller faire un stage en cabinet, et puis après de choisir en fonction et de faire une alternance dans le domaine que l'on préfère. Mais vraiment privilégier l'alternance sur de la reconversion, c'est vraiment très très important. En plus, quand on fait de l'alternance, il est possible que derrière, on ait une embauche aussi à la clé Bien sûr. et ou des contacts aussi. On a fait un peu fructifier son réseau professionnel dans le nouveau secteur, dans le nouveau métier, et donc ça peut aussi mener à des opportunités. Donc c'est aussi donnant-donnant. C'est pas que je prépare mon employabilité pour la suite, mais c'est aussi moi, je sécurise mes compétences, je mets en pratique et en plus je fais un peu fructifier mon réseau et je peux potentiellement, si ça se passe bien et qu'il y a une possibilité d'embauche, soit être recommandée, soit être carrément embauchée dans l'entreprise. C'est vraiment donnant-donnant pour tout le Ouais. monde. Exactement. L'embauche à la clé, elle est beaucoup plus plausible quand on est en alternance qu'en stage. Donc vraiment, c'est un plus qui est vraiment pas à négliger. Et quand tu disais aussi de la formation reconnue, reconnue par qui, par quoi, t'en as un petit peu parlé, mais moi je pense que si on reste dans le salariat, il faut vraiment regarder des formations qui sont reconnues par les entreprises du secteur. Donc comme tu l'as dit, Mm. aller se renseigner sur qu'est-ce que les entreprises vont regarder et les recruteurs vont regarder comme école
ou comme cursus, comme compétence vraiment principale pour bien choisir sa Mm. formation. Et si par contre on se lance à son compte, d'aller regarder un petit peu peut-être les formations qui sont les plus complètes et qui peuvent vraiment répondre à tous nos besoins à la fois de compétences techniques du métier, parce que C'est derrière, ça. si on doit le faire seul à son compte, on va moins avoir cet aspect formation de l'entreprise Mm. et on va devoir être un petit peu plus débrouillard. Donc des choses qui sont vraiment très concrètes et qui permettent de se sentir 100% autonome dans notre métier. Enfin 100%. On le sera jamais au départ, mais en tout cas d'avoir une meilleure autonomie où on n'a pas besoin d'être un peu pris sous la coupe d'une entreprise pour se sentir Mm. légitime. Moi, c'est ce que j'avais fait quand alors j'ai pas changé totalement de métier, mais je me suis formée quand même à l'accompagnement des transitions pro. Je venais du secteur des ressources humaines, donc c'était pas un gros virage, mais je me suis formée sur des compétences qui me manquaient pour me sentir légitime, vu que je me lançais à mon compte et que j'allais pas être sous la coupe d'une entreprise. Donc je suis allée chercher vraiment les compétences d'accompagnement, les compétences de posture de consultant et par ailleurs des compétences sur la partie entrepreneuriat, comment on se lance à son compte, toute la partie compta, etc. Donc il y a vraiment aussi cet aspect-là en fonction du statut dans lequel Ça, vous allez vous projeter, de choisir aussi une formation qui va vous donner vraiment toutes les clés. Et c'est très différent si on se lance à son compte ou si on reste dans le salariat. Oui, il faut vraiment, pareil, toujours se renseigner, aller chercher les informations. Qu'est-ce que je vais avoir besoin pour faire tel métier? Donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat pour repartir dans le salariat. Quelles compétences je vais avoir besoin? Qu'est-ce qui me manque? Et sur quoi je dois aller me former, effectivement. Bon, effectivement, quand on repart de zéro, bah, il faut une formation généraliste qui va reprendre tous les éléments, enfin, tous les critères nécessaires à ce métier-là. Mais quand voilà, on se lance à son compte, on a besoin de certaines compétences complémentaires et ça, il faut aller chercher l'information. Il faut se dire, bah voilà, il faut se remettre en question, enfin, voilà, remettre un petit peu en question son parcours et se dire, bah qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour faire tel et tel métier et aller se former, aller chercher les bonnes formations. Mais voilà, c'est vraiment une recherche constante et vraiment aller se mettre en position de bah, vraiment d'apprenant, hein. Dans tous les cas, voilà, on reste apprenant. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me manque pour faire tel et tel métier? D'être proactif en fait Mm. dans son changement et dans sa transition, c'est ça qui va aussi faire la différence quand on va entamer des recherches et justement des entretiens. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, qu'on s'est formé, qu'on a choisi la bonne formation, qu'on sait les compétences qu'il faut qu'on aille chercher et qu'on va les chercher, on en arrive finalement à la partie se vendre, mettre en avant son argumentaire, Mm. son pitch pour se démarquer aussi en entretien Mm. face à d'autres candidats parfois même plus expérimentée. Donc là, toi, en tant que recruteuse, qu'est-ce que tu conseillerais? Comment on fait pour se démarquer et pour vraiment bien réussir à se vendre aussi et à faire valoir son profil face à des personnes qui ont peut-être plus d'expérience? Déjà, dans un premier temps, il ne faut pas chercher à se comparer à des candidats qui ont 5, 10 ans d'expérience dans ce métier-là. Ça sert à rien parce que de toute façon, les deux profils, les deux CV sont pas comparables. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment une personne qui va se démarquer et qui va finalement montrer tout ce qu'elle a mis en place pour aujourd'hui être en face de nous et nous dire, voilà, j'ai envie de travailler dans ce secteur d'activité-là. J'ai fait le nécessaire pour. Je me suis renseignée, je me suis formée et aujourd'hui je suis devant vous parce que j'ai envie de faire ce métier-là. Donc voilà, après c'est toujours et encore une fois une question de motivation, démontrer sa motivation parce que finalement un recruteur il peut être face à un candidat qui a 10 ans d'expérience dans le métier, qui est un petit peu blasé ou qui se dit oui bah de toute façon j'aurai le poste parce que j'ai l'expérience et qui finalement bah démontre pas forcément sa motivation pour l'entreprise, pour le poste. Et puis un candidat à côté voilà, qui a tout mis en œuvre pour être aujourd'hui dans cet entretien-là et qui finalement démontre une motivation énorme parce qu'il a envie d'apprendre et qu'il est ultra motivé. Donc voilà, c'est très facile à dire. La motivation, ça, on peut dire oui, c'est facile à dire. On recherche tous des candidats motivés, mais réellement de montrer, voilà, que la démarche elle est sincère, elle a été bien structurée, qu'elle est assurée, qu'elle est vraiment validée et que le candidat a fait tout le nécessaire pour être employable aujourd'hui. Donc démontrer pourquoi il a choisi ce métier-là, qu'est-ce qui a fait qu'il en est venu à cette conclusion-là, qu'est-ce qu'il a mis en place pour se former, quelle formation il a fait, pourquoi il a choisi tel et tel secteur d'activité, telle et telle alternance, etc. Voilà.
Il faut juste montrer sa motivation à apprendre et à intégrer une entreprise pour monter en compétences, en fait. Ouais. Tout simplement, même si c'est pas si évident à faire non plus en entretien. Ouais, d'avoir un projet vraiment cohérent, d'où le fait d'avoir préparé toutes les étapes avant de passer à C'est ça. l'étape, je cherche un nouveau travail. Et comment on fait déjà, selon toi, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes pour déjà se démarquer à travers le CV, à travers les lettres de motivation? Est-ce que les recruteurs lisent les lettres de motivation aussi? Ça, on me pose beaucoup la question, de est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire une lettre de motivation? Donc, là, dans le cadre évidemment d'une reconversion, je pense que la lettre de motivation, elle peut être très pertinente pour argumenter encore plus et présenter son projet. Mm. Parce que le CV, il peut être peut-être un peu plus limité sur cette partie-là. Mais du coup, quels sont les conseils que tu donnerais à ces personnes-là pour vraiment se démarquer déjà dès la candidature, pour pouvoir passer l'étape d'aller à l'entretien, où là, on peut vraiment encore plus avoir d'espace et de place pour montrer notre motivation. Mais comment on passe déjà à la première étape? Alors, déjà, moi, je suis de la team CV simple, structuré, lisible. Voilà, quelque chose de très simple. Ça sert à rien d'en faire des caisses et surtout de passer des heures et des heures sur son CV à essayer voilà, de faire plein de petites choses qui vont pas finalement changer grand-chose. Donc, c'est vraiment d'avoir déjà un CV qui soit structuré. Donc, on voit typiquement qu'est-ce que j'ai fait avant, quelle formation j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en place ma reconversion professionnelle? Donc, on peut noter bilan de compétences, par exemple, immersion. Voilà, ça, il faut le noter parce que ça montre que voilà, pendant cette période-là, la personne, elle a fait le nécessaire pour se renseigner et pour se former. Pas lésiner sur les stages, etc. Voilà, il faut vraiment noter tout tout ce qui a été fait pour se former. Donc ça, c'est important en étant le plus clair possible. En termes de même de chronologie, faut être très très clair et lisible là-dessus. Donc vraiment un CV très lisible. J'ai une autre question qui m'est venue. Qu'est-ce que tu penses du CV à 2 pages? Parce que moi, j'ai souvent des personnes, qui des fois ont, beaucoup d'expérience et donc forcément, c'est plus compliqué de condenser sur une seule page. Moi, j'aime bien les CV à 1 page, mais du coup, des fois, ça fait vite un peu, tout, condensé avec beaucoup de texte et tout ça. Donc des fois, c'est plus aéré de faire 2 pages. Mais quand je recrutais, moi, j'avais beaucoup de mal à lire le CV à 2 pages. J'oubliais des fois de regarder s'il y avait une deuxième page. Du coup, j'étais en mode: «Il me manque des informations». Et donc je me dis là, vu que moi, je suis plus, dans le monde du recrutement, est-ce que les règles ont changé? Est-ce que il vaut mieux 2 pages bien aérées plutôt qu'une page hyper condensée? Qu'est-ce que toi t'en penses en tant que recruteuse? Après, le CV à 2 pages, si effectivement il est aéré, il est structuré, ça pose pas réellement de problème. Il faut juste pas en fait que sous chaque expérience, il y ait un paragraphe comme ça de descriptif, de mission, etc. Surtout si la personne elle a une carrière professionnelle derrière elle de je sais pas 10 ans par exemple et qu'elle a fait le même métier pendant 10 ans, ça sert à rien d'en mettre des tonnes, juste mettre une ligne en disant voilà, je sais pas, par exemple, gestionnaire de paye de telle année à telle année dans tel cabinet. Voilà, on sait ce que fait un gestionnaire de paye, juste mettre quelques informations. Ça sert pas à grand chose de détailler, sachant que on va partir sur un métier totalement différent. Voilà, donc ne pas par contre supprimer ce qui a été fait avant, parce qu'il y a quand même toujours un lien et il y a des compétences qui sont forcément transférables d'un poste à un autre. Donc surtout pas enlever carrément cette partie-là du CV, mais voilà, réduire au maximum cette partie-là pour mettre en avant. Et ils mettent justement en avant plutôt les compétences transférables plutôt que de détailler ce que Tout à on fait. sait faire mais qui sera pas utile pour le nouveau métier, mais peut-être plutôt mettre en avant en disant j'ai fait ça et ça c'est pertinent pour le projet. Donc de mettre en avant aussi les mots-clés, les compétences clés qui vont servir le projet. Pareil dans le CV, il y a des personnes surtout dans le cadre de reconversion qui vont mettre un petit texte parfois au début du CV pour expliquer en quelques phrases le projet, pourquoi on en est là, pourquoi on recherche ci ou ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi pertinent, qui permet de se démarquer, quelque chose que les recruteurs lisent ou pas forcément? En tout cas, les recruteurs liront beaucoup plus ce petit texte-là qu'une lettre de motivation. Aujourd'hui, on sait que les lettres de motivation sont très peu lues ou en tout cas sont très peu personnalisées, sont faites de manière très automatisée. Donc, il n'y a pas forcément d'âme dans ces lettres de motivation, donc il n'y a pas forcément d'intérêt d'en demander. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Donc, je pense qu'effectivement, mettre même une phrase, une petite phrase en dessous de son nom, de son prénom, en disant voilà, en reconversion professionnelle, après plusieurs années dans tel secteur, je recherche un poste. Tout simplement pour expliquer, voilà, pourquoi je postule à ce métier-là, parce que je me suis formée et qu'aujourd'hui, voilà, je souhaite changer de métier. Juste une petite phrase, un petit paragraphe, voilà, ça permet juste au recruteur de se dire
ok, il est dans une démarche de reconversion, c'est pas juste quelqu'un qui a postulé comme ça parce qu'il s'est dit peut-être que ça peut marcher. Voilà, ça permet juste de donner une information très rapidement au recruteur qui va beaucoup plus s'attarder là-dessus que s'attarder sur une lettre de motivation. Après, ça n'empêche pas d'en mettre une si jamais la personne a envie de s'exprimer un peu plus et de détailler pourquoi cette reconversion. Mais il faut vraiment tout miser dans un premier temps sur le CV, qui est le premier document qui est lu. Et voilà, il faut vraiment se focaliser là-dessus. Moi, j'avoue que dans les projets de reconversion totale ou même voilà des petites bifurcations, je conseille quand même aux personnes que j'accompagne de réaliser des lettres de motivation. Alors évidemment, l'idée c'est, comme tu l'as dit, de déjà passer l'étape du CV, parce que si l'étape du CV c'est ah bah non, on comprend pas le projet, on sait pas pourquoi on a un gestionnaire de paye qui candidate un métier de plomberie, vraiment C'est deux ça. opposés. Bon bah du coup déjà le CV il est pas lu de base, où il est lu en 4 secondes. Donc déjà, il faut bien comprendre dans la démarche et le projet de la personne. Mais en plus de ça, moi, j'aime bien, alors même si c'est pas lu à chaque fois, j'aime bien quand même conseiller aux personnes de compléter par une lettre de motivation. Mais alors, en effet, qu'elle soit personnalisée, qu'elle apporte une plus-value par rapport au CV et que ce soit pas juste quelque chose qu'une IA aurait pu écrire ou que voilà, que ce soit vraiment quelque chose qui sorte un peu des tripes de la personne. Et notamment, j'ai eu le cas avec une de mes bénéficiaires qui a créé une lettre de motivation que j'ai trouvée super intéressante parce que avec une accroche qui vient compléter le CV pour dire bon bah voilà, j'ai des compétences grâce à mes expériences qui peuvent être transférables et d'aller donner un peu plus de détails que juste les mots-clés dans le CV. Donc moi, je trouve que c'est pertinent, même si derrière, tu as la possibilité qu'elle ne soit jamais lue. Si déjà le CV il est intéressant et que la personne, le recruteur est intéressé et qu'il veut en savoir plus, bah, il a toujours la possibilité en lisant la lettre de motivation. Donc moi je me dis c'est toujours une plus-value. Maintenant on sait que c'est pas forcément lu et donc si le candidat il fait une lettre de motivation un peu moyenne ou il est pas motivé, autant ne pas la faire parce que ça peut aussi desservir derrière si le recruteur il se met à lire un truc un peu middle ou un peu qui sent la chat GPT, bon ça peut aussi desservir. Donc vaut mieux faire un très bon CV et pas de lettre de motivation si on n'est pas motivé à en faire une ou qu'on n'est pas bon dans les lettres de motivation, parce que ça dépend aussi de comment nous on écrit, hein, c'est pas quelque chose d'inné. Mais si on est bon, qu'on a envie de donner de la valeur en plus, moi je conseille de le faire quand même parce que c'est toujours un plus pour sa candidature, c'est toujours quelque chose qui peut nous aider. Faut pas que ça nous desserve en fait. Faut faire des choses qui soient utiles pour notre objectif, je pense. Oui, il faut vraiment y prêter une attention particulière si on veut pas effectivement que ça nous desserve. Parce que le nom de lettre de motivation qu'on reçoit où c'est marqué à l'intention d'eux et c'est pas du tout la bonne personne, c'est pas du tout le bon nom de d'entreprise. Enfin, Mm. malheureusement, voilà, c'est vraiment très négatif pour le candidat. Alors que finalement, s'il n'avait pas mis de lettre de motivation, ça aurait peut-être changé la donne parce que voilà, pour le coup, ça montre que la personne a juste postulé en mettant sa lettre de motivation sans la modifier, sans y porter d'intérêt. Donc voilà, ok pour la lettre de motivation si vraiment il y a une attention particulière qui est mise dedans et que la personne vraiment elle parle, elle écrit elle-même et qu'elle décrit son parcours et sa motivation. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager sur la partie se vendre, se démarquer quand on arrive à l'étape de candidater, d'entretien, de recrutement? Bah, au-delà vraiment de montrer vraiment sa motivation, quitte à relancer, voilà, vraiment mettre en avant sa formation, son alternance. Finalement, comme un candidat qui finalement ne serait pas dans le cadre d'une reconversion. Voilà, il faut vraiment, vraiment montrer sa motivation. Se démarquer, c'est toujours très compliqué, mais finalement, juste en montrant que voilà, on a fait toutes les démarches et qu'on a vraiment, vraiment envie de travailler dans l'entreprise. Donc déjà, se renseigner à fond quand on postule déjà dans une entreprise. Bon, ça vaut pour tout le monde, mais voilà, d'autant plus pour quelqu'un qui se reconvertit, être en capacité d'expliquer le métier, parce que ça peut arriver qu'en entretien, on vous demande bah, qu'est-ce que vous avez compris du métier. Si là, on n'est pas capable d'expliquer, alors qu'on vient de faire une formation et qu'on se reconvertit dans ce métier-là, bon, tout de suite, voilà, ça passera pas. Donc voilà, être en capacité d'expliquer le métier, d'expliquer les attendus du poste aussi, enfin, en tout cas en être conscient. Il faut se renseigner 10 fois plus, il faut arriver en entretien avec vraiment des questions pour montrer aussi bah, que ok, on s'est renseigné, mais on a aussi des questions à poser et on reste curieux et
on a toujours envie d'en savoir plus. Donc montrer vraiment une réelle motivation et un intérêt en préparant au maximum son entretien. Et je pense aussi à autre chose parce que finalement, la reconversion, elle s'arrête pas à l'entretien et au recrutement, mais aussi à l'intégration dans l'entreprise, aussi à la capacité à, même si on a de l'expérience dans un autre domaine, se Oui. remettre en question, poser des questions, aller chercher de l'aide quand on n'arrive pas à faire quelque chose, parce que finalement, parfois, on recommence un peu. Alors, on recommence jamais de 0 à 100%, parce que comme on le disait, on a toujours des compétences transférables, mais sur certains aspects techniques, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et quand on ne sait pas faire, faut apprendre. Donc aussi avoir cette humilité une fois qu'on est recruté, de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas hésiter à poser plein de questions, à rester curieux, comme tu le disais aussi, Mm. sur le poste, sur le métier, et à être vraiment dans acteur en fait de son intégration. Alors il y a évidemment une grande responsabilité de la part de l'entreprise aussi, hein, quand on recrute un candidat, de bien l'intégrer sur plein d'aspects et plein d'enjeux. Mais en tant que candidat, et je pense que c'est valable pour tout le monde, mais d'autant plus quand on est dans un processus de reconversion où du coup on ne maîtrise pas tous les aspects du poste, même si on a fait de l'alternance, de vraiment bien s'entourer, de ne pas avoir peur, de ne pas rester dans son coin, de ne pas s'engager dans une démarche si on n'est pas sûr, et du coup aller vers l'erreur alors qu'on pourrait demander de l'aide à des collègues. Enfin voilà, c'est pas un échec de recommencer, on va dire au début d'un métier. Par contre, ça peut être un échec si jamais on se croit plus fort que tout et que tout le monde, que du coup on va vers des grosses erreurs qui peuvent nous coûter notre poste et notre reconversion. Donc c'est important aussi de rester humble et curieux dans la Tout à fait. démarche une fois qu'on a engagé. Ah bah oui, ça peut être très très difficile pour des personnes qui ont, je sais pas, 15 ans d'expérience dans un poste et qui se retrouvent finalement dans une entreprise où il faut tout reprendre de zéro, il faut tout réapprendre. Il faut voilà être en capacité de prendre du recul, de se remettre en question et surtout d'être curieux, d'être comme un apprenti. En fait, on est apprenti quand on recommence un métier. Donc voilà, effectivement, il faut aussi après en entreprise être en capacité de se remettre en question et de toujours être dans cet état d'esprit de voilà, je suis là pour apprendre, donc quoi qu'il arrive, j'ose poser des questions et surtout j'écoute les conseils qu'on me donne parce que bah, ces personnes-là ont de l'expérience dans le métier que je souhaite faire. Donc il faut les écouter, mais c'est pas facile, hein, pas du Mais oui. tout évident, mais effectivement ça fait partie aussi de la reconversion. Donc quand on en arrive là, à cette démarche-là, et qu'on a bien fait toutes les étapes Mm. précédentes qu'on vient d'énumérer, en général, on est quand même plutôt dans cette démarche de voilà, d'être curieux, Mm. d'apprendre en continu, et on sait pourquoi on est là. Ça a un vrai sens pour nous. Il y a un vrai objectif derrière. Donc cette posture, elle est parfois un peu plus facile à assumer parce que on sait qu'on a envie d'être là et nulle part ailleurs. Parce qu'il y a plus de doutes, ou alors en tout cas, on a balayé les gros doutes. Il peut toujours y avoir des questionnements, des peurs, ça fait aussi partie du chemin, et on en a parlé dans le podcast, donc sur d'autres épisodes de tout ce qui est peur, évitement et doute. On peut pas cadrer 100% du projet et être sûr à 100% de tout. Par contre, si on a bien préparé son projet et qu'on en arrive là, c'est sûr qu'on va être plus enclin à être dans cette posture d'apprenti, de débutant, parce qu'on sait pourquoi on le fait, et aussi c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Parce que si on reste je sais ce que je fais, j'ai été formée, donc je connais mon métier, j'ai besoin de rien apprendre de personne et je sais comment faire mon métier, alors qu'on est débutant dans ce nouveau métier-là, là, on risque finalement de s'auto-saboter sur notre propre Bien évolution. sûr. Alors que si on est dans la démarche de j'ai à apprendre de tout le monde, je pose des questions, je reste humble et modeste dans ma compétence, je mets en avant aussi des choses que je sais déjà faire, évidemment, parce que j'ai quand même des compétences, mais là, je peux évoluer plus vite, et je peux être aussi plus ouverte à des opportunités, parce que je suis dans cette démarche d'ouverture plutôt que renfermée sur mes Mm. compétences, quoi. Tout à fait. La reconversion, elle s'arrête pas à l'intégration. C'est pas OK, c'est bon, je suis intégrée, j'ai passé ma période d'essai, ça y est, c'est fini. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est un travail sur du long terme. C'est pour ça qu'il faut bien choisir sa reconversion, parce que c'est pas un claquement de doigts, c'est pas tiens, je change de métier, tiens, allez bim, je change de métier. Non, c'est un gros process qui a de la préparation avant, pendant et après. Donc Mm. voilà, n'hésitez pas à bien préparer, à bien vous faire accompagner, bien vous entourer, à bien prendre le temps aussi. Une reconversion, ça se fait pas en 3 secondes. Moi, les personnes que j'accompagne, parfois les reconversions, elles s'enclenchent, elles se mettent en marche plusieurs mois, voire même années après Ouais. l'accompagnement. Déjà parce qu'il y a des saisonnalités pour certains métiers en termes de formation, Mm. donc
il y a aussi ça à prendre en compte. Et parce que des fois, la formation, elle dure 1 an et demi, 2 ans. Même s'il y a beaucoup de formations professionnalisantes qui existent, qui sont plus courtes aujourd'hui, des fois, il faut reprendre des études un peu plus longues et donc le processus, il est aussi long. Donc avant de s'engager là-dedans, Exactement. vraiment quadriller tout ça. Je pense que là, vous avez déjà eu plein de clés pour pouvoir bien préparer tout ça. Est-ce que tu aurais peut-être des derniers conseils, des dernières recommandations pour maximiser cette chance d'être recruté après une reconversion? Ou est-ce qu'on a balayé vraiment Ça va récapituler ce qu'on s'est dit, hein. De toute façon, c'est se renseigner, se former, et puis après, tenter de se démarquer. Mais voilà, si en amont, on n'a pas fait tout le nécessaire possible, ça sert à rien, voilà, de se présenter devant un recruteur, enfin, dans une entreprise, si tout le travail n'a pas été fait en amont. Donc voilà, avoir bien conscience qu'une reconversion, ça prend du temps, c'est long, il faut vraiment y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis voilà, il faut avoir conscience aussi que quand on se lance dans une reconversion, ça prend du temps. Et des fois, on n'a pas de temps à perdre et voilà, il faut vraiment être sûr de soi. Donc autant vraiment maximiser ses chances au maximum en se renseignant en amont plutôt que de se lancer voilà, sans rien faire. Mmh. C'est hyper important. Il faut vraiment appréhender toutes les étapes avant de se dire OK, je postule. Ouais, tout à fait. C'est vraiment souvent l'inverse qui est fait. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui me Mmh. disent: «Ah non, mais je vais aller tester le métier, quitte à faire un CDD dans le métier, le tester, puis je verrai après». Alors oui, pourquoi pas, mais en même temps non, parce que finalement, là où tu penses gagner du temps, parce que tu es tout de suite dans la phase de «je suis employé, je travaille», et finalement, tu peux perdre beaucoup de temps à tester, à, pareil, faire les processus de recrutement. C'est pas anodin pour, Mmh. des candidats de se lancer dans un process de recrutement. Derrière, faut être embauché. Une fois que tu es embauché, on l'a vu, on en a parlé, il y a toute la partie intégration aussi. S'engager dans un nouveau métier, ça demande beaucoup d'énergie. Donc finalement, toutes ces étapes-là, si t'as pas validé ton projet en amont, ça peut te prendre plus de temps, plus d'énergie que de OK. faire tout le process. Donc attention à pas Mmh. faire les choses à l'envers. En tout cas, si vous voulez maximiser vos chances, de bien prendre le process dans le bon sens. Et finalement, vous allez voir que vous allez gagner du temps, gagner de l'énergie à préparer plutôt que vous lancer tout de suite dans un recrutement qui peut ne pas aboutir en plus, parce que si vous n'êtes pas sûr de votre choix et que vous n'avez pas un bon argumentaire, le recrutement, il aboutira certainement pas non plus. Vous serez pas convaincant, donc c'est Et pas parce voilà, que tu c'est pas convaincu. la peine. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Marie, pour tout ce que tu nous as partagé, pour Merci à ton toi. œil de recruteuse et ta connaissance du marché du travail. Je mettrai dans OK. la description du podcast les liens que tu me partageras pour te retrouver, que ce soit peut-être pour les candidats qui auraient des questions, peut-être Mmh. sur le recrutement, ou pour les entreprises, s'il y a des entreprises, des TPE, PME qui nous écoutent et qui auraient des besoins pour travailler avec toi, éventuellement aussi pour te contacter de ce côté-là. Et je vous mettrai aussi, comme d'habitude, mes réseaux sociaux. Je suis toujours hyper contente de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur vos projets, sur votre carrière, sur vos envies de changement, déjà pour voir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous pourriez faire pour valider vos projets. Je vous mettrai également le lien pour prendre un appel découverte gratuit et non engageant pour parler de votre projet sur un potentiel bilan de compétences si besoin. Je rappelle que c'est finançable CPF pour le bilan, que d'échanger ensemble n'engage à rien et que ça permet déjà d'y voir un peu plus clair. Donc, je remets tout ça dans la description. Et encore une fois, merci beaucoup, Marie, pour ton temps. Merci à toi. À bientôt. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!